Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. À droite, il y a eu les rivalités entre Pompidou, Chaban-Delmas, la guerre, Giscard-Chirac, le choc Chirac-Balladur, les fauves, Sarkozy de Villepin et aujourd'hui la guérilla entre Jean-François Copé et François Fillon ne semble pas prête de s'arrêter. Nouvelle journée de rebondissement avec des attaques et le grand déballage médiatique se poursuit, mais peut-être une esquisse de sortie de crise avec la médiation d'Alain Juppé, acceptée sous certaines conditions par les deux camps. Analyse de nos chroniqueurs ce soir et puis le regard un peu décalé du scénariste de la série politique à succès, Les Hommes de l'ombre. Nous verrons que la réalité dépasse parfois la fiction. Audience fleuve pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. L'ancien chef de l'État était entendu au palais de justice de Bordeaux sur des soupçons de financement politique illicite. Il vient à l'instant de quitter le palais de justice et on apprend qu'il est placé sous le statut de témoin assisté. Pas de mise en examen donc. Il avait face à lui le juge gentil qui s'est forgé une réputation de dur parmi les durs dans le milieu judiciaire. Ses collègues disent de lui que c'est une main de fer dans un gant de fer. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 à Bruxelles ce soir pour un sommet tendu sur le budget européen. Au milieu de la table, une enveloppe de près de 1000 milliards d'euros que certains voudraient réduire alors que d'autres espèrent plus de moyens pour relancer enfin la croissance en Europe. Le grand marchandage commence et nous l'analyserons ensemble ce soir. Voilà pour le programme. Merci de votre fidélité aux 22h. Alain Juppé en arbitre. Finalement, le troisième homme a les cartes en main pour tenter de mettre tout le monde d'accord à l'UMP. Le maire de Bordeaux va présider une commission avec 5 membres des deux camps. Ce groupe va livrer ses conclusions dans 15 jours. Le casque bleu, Alain Juppé, a donc réussi pour le moment son opération, même si de très nombreux détails restent à régler. Retour sur une nouvelle journée de rebondissement. On voit tout cela. L'espoir d'une sortie de crise passera finalement par lui. François Fillon et Jean-François Copé ont accepté la solution Alain Juppé. Le maire de Bordeaux va prendre les commandes de l'UMP en présidant une instance collégiale pour réexaminer les résultats. Dans cette commission, 5 membres, un choisi par le camp Fillon, un autre par le camp Copé et 2 par Alain Juppé. Cette instance débutera son travail dès lundi prochain, mais l'interrogation reste sur quelle base? Si Jean-François Copé a fait une réelle concession en acceptant l'arbitrage d'Alain Juppé, il souhaite que son arbitrage n'ait lieu qu'après celui de la commission des recours. Et on respecte les statuts. Dans un parti, il y a des règles du jeu et ces règles, elles ne sont pas adaptables pour convenance personnelle de celui qui veut être un peu le mauvais perdant. Seulement le camp Fillon, lui, ne veut plus entendre parler de la commission des recours, considérant qu'elle est sous l'influence de Jean-François Copé. On doit sortir de cette crise dans l'honneur et dans l'honnêteté, dans la vérité des résultats. Il n'est pas question aujourd'hui que nous acceptions que les résultats ne soient pas proclamés par une instance totalement indépendante. François Fillon déposera ses requêtes auprès de la commission Juppé, le maire de Bordeaux qui souhaite auditionner le président de la commission des recours ainsi que celui de la commission électorale. Il livrera ses conclusions sous une quinzaine de jours. Voilà, et nous évoquerons cette esquisse de sortie de crise, ce plan Juppé avec nos invités dans un instant. Et pendant que son camp se déchire, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy était entendu depuis ce matin à Bordeaux par le juge d'instruction en charge de l'affaire Bettencourt qui enquête sur d'éventuels financements illégaux de la campagne présidentielle de 2007. C'est le juge gentil qui mène l'audition. Il y a très peu d'images de ce juge très discret, on le dit aussi, très besogneux. Il compte bien aller au bout de son instruction. Et on a appris tout à l'heure donc que Nicolas Sarkozy est sorti du palais de justice. Il est placé ce soir sous le statut de témoin assisté. Il n'y a donc pas de mise en examen. Retour sur cette journée avec Nathalie Guilloire. Seule image, une voiture teintée qui entre dans le tribunal de Bordeaux. 9 h ce matin, Nicolas Sarkozy a rendez-vous avec le juge gentil. L'ancien président risque une possible mise en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire de Liliane Bettencourt. Le juge gentil le soupçonne d'avoir reçu pour sa campagne de 2007 de l'argent en espèces de la milliardaire. Aucune preuve, mais un faisceau de présomption, des écoutes téléphoniques, des agendas qui attestent l'existence d'une visite chez les Bettencourt en 2007, ou bien des écritures sur le carnet de François-Marie Bagné, un proche de la milliardaire. Un statut de témoin ou mise en examen pour Nicolas Sarkozy, c'est donc la question à laquelle devra répondre le juge gentil.
Voilà, et j'ajoute que c'est l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, qui précise ce soir donc que l'ancien chef de l'État est placé sous le statut de témoin assisté. Dans l'actualité également, au Sénat, ça devient une habitude. À chaque examen d'un texte sensible pour le gouvernement, les regards se tournent vers les communistes. Et le texte examiné cette fois est le premier budget du quinquennat de François Hollande. C'est dire son importance. La droite et le centre ont prévu sans surprise de voter contre. Et les communistes, sans surprise aussi, devraient s'abstenir et conduire ainsi le texte à son rejet. Les détails avec Flora Sauvage. Tous les regards sont braqués sur les communistes. Cette fois-ci, les sénateurs du Front de gauche devraient s'abstenir. Après avoir voté contre le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ils veulent donner un signal clair à leurs alliés socialistes. On est vraiment dans une posture de construction et non pas dans une posture de rejet pour rejeter. Chez les socialistes, on veut croire que les ponts ne sont pas coupés avec les alliés communistes. Je leur ai demandé d'avoir la cohérence sur la partie recette. Et je vais encore les appeler tout à l'heure à voter cette partie recette. En s'abstenant sur la première partie du texte, la partie recette, les communistes laissent la possibilité de discuter du projet de loi jusqu'à son terme. Mais l'abstention des 20 sénateurs communistes ne devrait pas empêcher le rejet du texte, car UMP et centristes ont prévu de voter contre. Sauf à changer complètement ce budget, nous voterons contre. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'examen de ce texte, parce que notamment s'agissant des dépenses, nous avons des propositions à faire. Le volet recettes du projet de loi de finances doit être voté mercredi prochain au Sénat. Depuis le début de la soirée, c'est un balai incessant de berline noire qui amène et ramène les 27 chefs d'État et de gouvernement réunis en ce moment même en sommet à Bruxelles. Et c'est un bras de fer qui s'engage autour d'une somme, 1000 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et c'est tout simplement le budget de l'Europe sur la période 2014-2020, trop, estiment certains, comme le Britannique David Cameron, poussé par une opinion publique de plus en plus eurosceptique. On n'y touche pas, prévient la France. Vous le voyez, la nuit sera longue et les négociations tendues. On en parle tout de suite avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Qu'est-ce qui se joue ce soir à Bruxelles, Jean-Louis? Vous l'avez d'ores et déjà résumé. Alors il faut partir d'une base, c'est que jamais la question du budget européen n'a été facilement résolue et à l'occasion de ces réunions qui se suivent tous les 5 ans. Et cette fois, c'est encore plus compliqué qu'avant parce qu'il y a deux phénomènes. C'est la crise d'abord et deuxièmement l'euroscepticisme. Quand on a fait le budget 2017-2013, la crise n'était pas encore là. On l'a élaboré en 2005-2006. Voilà maintenant la crise. La crise, c'est que, eh bien, on n'a pas d'argent. Et l'euroscepticisme qui, lui, existe depuis plus longtemps, est en train de monter avec cette crise. Et l'euroscepticisme se traduit par la phrase suivante: on a besoin d'argent pour l'Europe, alors que l'Europe en demande de plus en plus. Alors au départ, vous avez cité le chiffre de 1000 milliards. Au départ, la Commission européenne demandait 1025 milliards d'euros pour le budget qui va aller jusqu'en 2020. Ce soir, lorsque les 27 seront réunis pour le dîner, la proposition européenne est rabaissée. Elle sera sans doute autour de 963 milliards d'euros. Déjà, il y a une pression pour le faire baisser. Et les Britanniques demandent qu'on aille en dessous des 900 milliards d'euros et laissent entendre qu'ils pourraient mettre leur veto si on ne passait pas à ce chiffre. La pression vient des pays qui sont dits contributeurs nets, c'est-à-dire les pays qui donnent à l'Europe plus qu'ils ne reçoivent. C'est déjà un changement dans la façon de concevoir le budget européen parce que c'est un budget communautaire. On ne compte pas ce qu'on donne et on ne compte pas ce qu'on reçoit puisque c'est pour une construction globale. Et ces pays, évidemment, c'est l'Allemagne qui est de plus en plus eurosceptique, le Royaume-Uni, c'est de manière permanente, et arrive maintenant l'Italie, qui évidemment a des difficultés financières précises, qui dit, mais attendez, moi aussi je suis contributeur net pour plus de 14 milliards, et donc ça commence à bien faire. Donc la situation est beaucoup plus compliquée qu'elle ne pouvait l'être lors de l'élaboration des précédents budgets. Et la France, alors Jean-Louis, quel est son rôle, son poids? Qu'est-ce qu'elle veut dans cette négociation? Eh bien, elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut en réalité. C'est ça son problème, je crois. Elle veut trois choses. Elle est dans le camp de la rigueur, il ne faut pas, qui est d'ailleurs dans le camp dans lequel était déjà M. Sarkozy, puisqu'on en discutait déjà de son temps. Elle est dans le camp de la rigueur, il y a des problèmes, il ne faut pas aller trop loin, mais en même temps, elle veut réorienter l'Europe, c'est la fameuse phrase de M. Hollande, pour une Europe plus de croissance. Pour plus de croissance, il faut évidemment de l'argent. Et puis, elle ne veut pas qu'on touche
au budget de la politique agricole commune. Or, ces trois demandes sont évidemment incompatibles. On ne peut pas en même temps être rigoureux sur le budget global et demander l'augmentation de certaines sommes et le maintien de l'autre. Donc, il y a une situation assez complexe. Alors, jusqu'à présent, il y avait un accord entre les Français et l'Allemand, rappelez-vous l'accord Chirac-Schröder, pour geler jusqu'en 2013 le budget agricole communautaire. Mais maintenant, M. Hollande aura beaucoup de mal à avoir avec lui Mme Merkel, qui est, elle, de plus en plus sceptique sur ce budget de la politique agricole commune. Donc la chose ne va pas être simple pour M. Hollande. Et nous suivrons tout cela ensemble, bien sûr. Jean-Louis, restez avec nous. Retour à présent sur l'actualité, ou plutôt le feuilleton à l'UMP. Alors tout comme ces derniers jours, la journée d'aujourd'hui a été riche en rebondissements, des attaques, des retournements de situation, mais peut-être une esquisse de sortie de crise avec la proposition d'Alain Juppé, finalement acceptée. Le maire de Bordeaux va donc présider une commission avec 5 membres des deux camps, Fillon et Copé. Ce groupe va livrer ses conclusions dans 15 jours. On va tenter, si c'est possible, d'y voir un peu plus clair dans un instant. Mais d'abord, on va écouter le sénateur Patrice Gélard. C'est le président de la COCOE, cette commission de contrôle interne. Je crois que tout le monde connaît son nom. Il estime ce soir qu'il n'est pas possible de connaître le vrai gagnant de l'UMP, de la présidence de l'UMP. On l'écoute. Il était dans notre possibilité d'annuler un certain nombre de bureaux de vote qui manifestement ont fraudé. On ne l'a pas fait à l'issue du résultat du 19 novembre, pour une raison très simple, c'est que ces bureaux de vote où on a fraudé n'étaient plus en mesure, compte tenu de l'avance de 98 voix de Jean-François Copé, de remettre en cause la sincérité du scrutin. Donc on n'a pas pris de sanctions. Mais là, les choses sont différentes. 26 voix seulement, cela nous obligeait à regarder de très près les 4 ou 5 circonscriptions où il y a eu manifestement fraude. Et sur notre plateau, Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, professeur à Sciences Po et président de CAP. Avec nous également, Régis Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes communicant, co-scénariste avec Dan Frank de la série Politique à succès que nous avons tant apprécié, Les Hommes de l'ombre. Merci d'être avec nous. Alors Stéphane Rosès, la médiation d'Alain Juppé, est-ce que cette commission, c'est le début de la fin de la crise? Peut-être. Écoutez, c'est une voie de sortie possible. Le bateau était devenu ivre. Il y avait une désarticulation, l'UMP était livrée à elle-même, sans doute parce que la droitisation de la campagne l'avait éloignée de sa base. Les écarts avec les sondages auprès du peuple de droite montraient cette, je dirais, cette désindexation, d'où le fait que la dynamique des responsables entre eux était de perdre un tout petit peu le sens de la mesure et de la responsabilité. Et on va appeler un sage qui apparemment est là pour remédier temporairement à une situation, mais les deux camps sont tellement aiguisés qu'évidemment il va devenir très vite le seul ferment de cette UMP. Alors on va voir quelques images de chocs politiques, de duels historiques à droite. On va les voir sur notre écran. Il y a eu les rivalités entre Pompidou, Chaban-Delmas, il y a eu la guerre Giscard-Chirac, le choc Chirac-Balladur, les fauves, Nicolas Sarkozy et De Villepin, et aujourd'hui la guérilla entre Jean-François Copé et François Fillon. Et on va écouter un petit extrait, je vous propose de musique, de film. Ça va vous rappeler un western que vous avez sûrement aimé. Regardez, écoutez. Évidemment, c'est le western Le Bon, la Brute et le Truand avec la fameuse musique de Ennio Morricone. Je ne vous demanderai pas qui est le Bon, la Brute et le Truand. Le sage, en tous les cas, c'est Alain Juppé. Mais on a l'impression qu'à l'intérieur d'un même camp, les luttes sont plus dures. Donc ce sont des luttes fratricides, elles sont plus dures. Oui, à l'intérieur de l'UMP, les luttes sont dures, d'autant que les militants sont, je dirais, désarçonnés. La culture du peuple de droite et une culture qui veut que normalement le chef émerge sans qu'on ait demandé, sans qu'on ait demandé aux militants eux-mêmes de départager une dispute. Donc tous ces éléments font qu'il y a malaise et qu'il fallait retrouver à l'extérieur une voie de sortie qui s'appelait Alain Juppé. Oui. On va voir si c'est vraiment une voie de sortie, je n'allais pas dire voie de garage, mais espérons. Alors Régis Lefebvre, j'ai parlé des hommes de l'ombre, de cette série politique. On voyait aussi que l'affrontement était d'autant plus violent qu'il se faisait dans un même camp.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai même envie de dire qu'il est d'autant plus violent, à mon avis, qu'il se passe à droite. C'est pour ça que je trouve la droite, en termes de fiction, plus intéressante, plus inspirante. C'est qu'à droite, on cache pas les luttes, les ambitions de pouvoir derrière le paravent de l'idéologie. Sans doute parce qu'à droite, le pouvoir est incarné par un chef. Et donc, immédiatement, c'est violent. Alors qu'à gauche, il y a toujours la possibilité de dire je ne suis pas d'accord avec toi. Alors qu'on voit qu'à droite, rapidement, c'est pas l'idée qui est importante, c'est l'exercice du pouvoir. Je sais pas la prise du pouvoir, l'exercice du pouvoir. Et c'est ce qui rend, quand on aime la politique et qu'on aime le combat politique et qu'on regarde ça avec un œil un peu amusé comme moi parfois, la chose totalement passionnante. Oui, mais vous l'auriez écrit, vous l'auriez filmé, on vous aurait dit non, c'est trop là. Là, c'est pas crédible. Dans un film, dans une série. Le problème avec la politique, c'est ça qui est compliqué, c'est que le réel dépasse souvent la fiction. On en a encore la preuve cette semaine. Le cocktail est explosif, il y a des haines, il y a des trahisons quand des amis, notamment de Jean-François Copé, entourent Jean-François Fillon, il y a des mensonges, il y a l'orgueil, c'est une tragédie shakespearienne finalement. Shakespearienne, je sais pas, mais une tragédie de droite, oui. Jean-Luc Gombault, la haine en politique, ça c'est vieux comme Plutarque. Comme Plutarque, exactement. Effectivement, parce qu'il ne traite que de ça. Dans ses vies parallèles. Il ne traite que de cela. Donc il ne faut pas oublier que là, on voit des luttes fratricides, mais depuis toujours, la lutte pour le pouvoir, mais elle l'est plus aujourd'hui qu'avant pour plusieurs raisons. On dit souvent que nos hommes politiques sont isolés de la société. Sur ce plan, pas du tout. La société est plus violente. Elle est beaucoup plus violente. Et les hommes politiques, évidemment, qui dirigent une société plus violente, sont eux-mêmes plus violents. Ensuite, je crois qu'il est très important, c'est que le pouvoir se concentre. En réalité, aujourd'hui, il y a un seul poste vraiment intéressant, c'est président de la République. Avant, vous aviez plusieurs postes intéressants. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Et donc, vous avez à peu près en France 5000 élus. 5000 élus qui visent, peut-être pas tous, bien entendu, le poste intéressant. Ça donne à la bagarre une intensité absolument incroyable. Et ça monte de plus en plus. Et enfin, les gens veulent de la violence. Ils veulent de la violence. Pourquoi? Non, mais ce n'est pas simplement pour le show. C'est pas simplement pour le show. Car ils savent que nous vivons dans un monde violent. Ils veulent un chef qui soit en mesure de se battre. Oui. Et ça, c'est particulier aux États-Unis, notamment. Stéphane, c'est ce qui a peut-être montré aussi le résultat extrêmement serré, finalement, de cette élection. C'est qu'on voulait un vrai chef. On voulait quelqu'un qui défende, quelqu'un qui aille au combat. Ce qui est vrai, c'est que dans la culture de droite, la question du chef et de l'unicité est quelque chose de décisif. Dans le prolongement de ce que disait Régis Lefebvre, la gauche, c'est la tradition de la dispute. Et la justification de la dispute, c'est l'idée que la gauche va montrer la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire antagonique. Et donc, l'idéologie est toujours mise en avant, et derrière se cachent éventuellement des questions de rivalité de personnes. La droite de tradition catholique, c'est au contraire l'unicité, mais l'unicité se fait en général autour d'un chef. Et quand il y a dispute sur la question du leadership, parce que Nicolas Sarkozy est parti sur une défaite, parce qu'il y a une formation politique, l'UMP, qui peu à peu s'éloigne de ce qu'est le centre de gravité idéologique de la droite, qui demeure quand même plus le centre droit que la droite de la droite, eh bien là, évidemment, à vif, les rivalités personnelles sont mises en avant et la façon de le résoudre, c'est d'aller chercher une troisième personne. Oui. La gauche aurait inventé des motions de synthèse, oui. Elle aurait trouvé des mécanismes politiques. La droite, elle ne peut qu'aller chercher une troisième personne. Et c'est pour ça que Juppé... Il n'y a pas de surprise presque. Enfin, il n'y a pas de surprise, non, il y a eu des rebondissements, c'était un scénario riche, mais je rebondis sur ce que dit Stéphane Rosès. Il a parfaitement raison, je veux dire, Alain Juppé, c'est le Mario Monti de l'UMP, il va prendre l'UMP sans avoir gagné les élections, puis il va rester là, et puis il va s'installer comme le chef, et comme on aime le chef, je veux dire, il va être le nouveau chef. Évidemment, il va créer de nouvelles rivalités. Donc on voit bien que l'épisode des 2 semaines qui viennent est passionnant, parce qu'il n'est pas là simplement, parce que s'il est simplement là pour résoudre un conflit, il n'y a plus d'intérêt dans l'histoire. Donc, vous parlez d'un épisode passionnant. Selon vous, est-ce qu'il est vraiment passionnant? Je l'espère pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent depuis quelques jours sur ce sujet. Selon vous, est-ce qu'il est passionnant pour les Français? Ah oui. Ah oui, il est passionnant et en même temps, il est désolant. C'est-à-dire, il y a les deux en même temps. C'est-à-dire, je pense que les gens doivent regarder ça comme une espèce de catastrophe et en même temps comme une espèce d'attraction. Donc il y a cette ambiguïté dans la tête des gens. Ils sont là et en même temps ils sont intéressés.
Stéphane Rosès, je vous ai parlé tout à l'heure des différents chocs historiques de la droite. On va regarder un extrait des Fauves. C'était le documentaire de Patrick Rockman qui raconte 15 ans d'affrontement entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Et on a choisi dans ce documentaire un moment particulier parce qu'il illustre aussi le choc Chirac-Balladur. Ça se passe au lendemain du premier tour des élections de 1995. Regardez, lors d'un congrès soi-disant de rassemblement, mais au cours duquel Nicolas Sarkozy a été accueilli de façon très particulière. Au soir du premier tour, Chirac devance Balladur de justesse. La droite doit faire un ravalement de façade pour le deuxième tour. Un rassemblement de fausses réconciliations des deux clans est organisé à Bagatelle le 29 avril 1995. Lorsqu'il arrive, sous l'œil de Dominique de Villepin, Sarkozy est copieusement sifflé. Nicolas Sarkozy! La droite se déchiquetait. C'était vécu vraiment comme une déchirure profonde entre les hommes. Et donc ça a laissé probablement plus de traces, plus longtemps, plus en profondeur que n'importe quel autre combat. Et ça a duré des années, vous nous disiez, moi j'ai eu la chance, quand je dirigeais un institut de sondage, de travailler confidentiellement pour l'un comme pour l'autre, ce qui est possible puisqu'on fait des études et on préconise à partir de ça. Tout est possible. La situation actuelle, non, tout n'est pas possible. Quand même, Sonia, je vous rassure, tout n'est pas possible. Il y a des respects dans la déontologie, mais quand on est sondeur, c'est possible. Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous l'avez connu, et Régis, qui est trop modeste, a été aussi un politique ou dans l'entourage les premiers cercles de grands politiques. À l'époque, c'était une vraie guerre. C'était une guerre qui a duré des années. Et paradoxalement, c'est Dominique de Villepin. Ça n'a absolument rien à voir. C'était pendant la présidentielle d'abord, les Chiraciens qui disaient à Jacques Chirac, mais tu vois pas qu'Édouard Balladur est en train de prendre tous les grands patrons, il est en train de te trahir. La thématique de la trahison a été quelque chose qui a fait qu'il aura fallu des années et des années pour les Chiraciens, pour tourner la page, et c'est Nicolas Sarkozy qui paiera beaucoup de sa personne avec un peu d'obséquiosité pour revenir en grâce à l'égard de Jacques Chirac, et c'est Dominique de Villepin qui d'ailleurs lui permettra. Donc dans l'ombre, il y a tous ces jeux, d'ailleurs je crois que c'est Bruno Le Maire qui l'avait bien restitué, il y a tous ces jeux de l'ombre. Ce qui est très intéressant, c'est ce que Stéphane Rosès dit, c'est qu'auparavant ça se passait dans l'ombre. Et aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé profondément, ça s'appelle Twitter et les réseaux sociaux. Il est fou de voir que les politiques aujourd'hui annoncent le crime sur Twitter et vont le commettre à la télévision. Auparavant, on n'annonçait pas le crime sur Twitter et on le commettait rarement à la télévision, mais plutôt dans les couloirs. C'est ce qui a profondément changé et ce qui rend cette bataille de l'UMP, où les personnages ont quand même moins d'épaisseur que ceux dont on parlait tout à l'heure, haletante, parce qu'elle se passe sur les plateaux de télé ou sur nos smartphones. On revient toujours à son idée. Les gens veulent du combat. C'est-à-dire que c'est pas par hasard. C'est aussi parce que nous voulons élire des combattants. Parce qu'il y a une crise très grave. Et qu'on ne peut pas avoir à sa tête des gens... Justement, c'est ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été élu, mais si on regarde les sondages depuis son élection, on lui reproche son absence de combativité. Et en fin de compte, il est d'ailleurs en train, je crois, de rectifier de ce point de vue. Alors, messieurs, juste pour un dernier tour de table, Régis Lefebvre, si vous deviez écrire une fin à ce scénario, qu'est-ce que vous auriez griffonné? Non, je trouve que ce qui manque dans ce qu'on n'a pas actuellement, c'est le sel des arrière-cuisines. Et la fin que j'aurais imaginée, c'est un peu celle qui est en train d'arriver, c'est-à-dire ce troisième homme qui apparaît comme le gentil pour les mettre tous d'accord et qui est en fait le plus méchant puisqu'il va prendre le pouvoir. Il va régler l'origine. Il va régler leur sort. Je suis comme Jean-Louis Combeau, on revient toujours au même sujet. Le même sujet, c'est 95 et c'est à nouveau au travers de Juppé Sarkozy, la revanche et le retour de 95, c'est-à-dire qu'Alain Juppé, qui était le principal collaborateur de Jacques Chirac, tient sa revanche sur Nicolas Sarkozy, qui était le principal. Ça va donc durer, on aura donc l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir été nos invités. La dernière page de 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Mounir Soussi. Une gestion défaillante,
Pour la Cour des comptes, les dirigeants de l'Institut d'études politiques de Paris ont failli. La Cour de discipline budgétaire est saisie, elle décidera des poursuites éventuelles. Il y a un défaut de transparence, une certaine opacité qui pouvait régner dans l'établissement des services et des rémunérations. Elle recommande de préciser, de modifier les statuts pour permettre une plus grande transparence. Hervé Cress, aux commandes de Sciences Po depuis la mort de l'ancien directeur Richard Descoings, est dans le collimateur des sages de la rue Cambon. Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur, va désigner un administrateur provisoire. Un premier pas vers la prise en compte du vote blanc. Les députés ont adopté à l'unanimité une proposition de loi centriste prévoyant que les bulletins blancs soient comptés séparément des nuls. Une avancée souhaitée par 69% des Français selon un sondage. Mais ces voix ne seront pas intégrées dans le calcul des suffrages exprimés. Le texte doit maintenant passer devant le Sénat avant d'être définitivement adopté. Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation, interrompue en plein discours par une centaine d'employés de PSA Aulnay. Les manifestants sont montés sur la scène du congrès de l'Association des maires de France avec une revendication, obtenir un rendez-vous avec le gouvernement pour discuter de la fermeture de leur usine d'Aulnay-sous-Bois prévue en 2014. Ils seront reçus mardi prochain au ministère du Travail. 24 heures après la signature du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'activité reprend à Gaza. Malgré l'envoi d'une douzaine de roquettes en direction d'Israël, la trêve tient. Les responsables du Hamas appellent à l'apaisement. J'apprécie le respect de l'accord de trêve depuis qu'il a été mis en place par tous les mouvements de la résistance et je demande à tous de le respecter et d'agir conformément à l'accord. Israël a arrêté 55 militants palestiniens en Cisjordanie aujourd'hui. Benyamin Netanyahou se dit prêt à riposter en cas de provocation. Des provocations, il y en a eu cette semaine à l'UMP et pour obtenir la fin des hostilités, dans le dessin du jour, Crosver propose plus fort qu'Alain Juppé pour la médiation, en la personne d'Hillary Clinton, qui revient tout juste d'une mission réussie au Proche-Orient. Et avant de clore ce journal, je vous rappelle la principale information de cette édition. Nicolas Sarkozy, au bout de 12 heures d'audition dans le cadre de l'affaire Bettencourt, a donc été placé sous le statut de témoin assisté par le juge Gentil. Il n'est donc pas mis en examen. L'ancien chef de l'État était entendu dans le cadre de l'enquête portant sur la fortune de l'héritière de L'Oréal et sur d'éventuels financements illégaux de sa campagne présidentielle de 2007. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à lundi avec plaisir. Il est le symbole du goût français, le camembert de Normandie, un fromage aujourd'hui menacé par l'industrie et les normes européennes. Alors peut-on encore bien manger en France? Les produits de qualité sont-ils en danger? Direction la Normandie, région gourmande par excellence, je vous emmène. Au menu de cette émission sur le goût en Basse-Normandie, un grand chef nous apprendra à mieux manger en respectant le cycle des saisons. Cuisine haut de gamme, mais aussi cuisine accessible à tous, avec les astuces d'une conseillère de la Banque alimentaire pour cuisiner pas cher. Enfin, rencontre avec ces entreprises qui inventent les aliments de demain. Et pour démarrer, détour par Camembert, un patrimoine menacé. Nous voici à la ferme de la Héronnière, dans la petite ville de Camembert. C'est ici que vit François Durand, l'un des derniers producteurs de camembert fermier français. Une exploitation familiale, 60 vaches, du lait cru moulé à la louche, un petit goût de Normandie qui résiste à l'industrie.
Bonjour François. Bonjour. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'est produit le dernier camembert fermier français. Ouais, c'est un symbole. Ouais, on n'y pense bien sûr pas tous les jours parce qu'on est pris dans le boulot et puis c'est plus les gens de l'extérieur qui nous le disent. Tous les matins, ça débute vers 6h30 et vous allez produire comme ça 500 fromages. C'est ça? Comment ça se passe? C'est ça, grosso modo, 500 fromages par jour, donc ça représente à peu près 1100 litres de lait. Donc, bien sûr, on commence par la traite. Hein. C'est pas moi qui l'a fait, la traite. Puisque c'est vos propres vaches, c'est ça? Oui, bien sûr. Un camembert fermier, ça implique d'avoir nos propres vaches. Oui. 8 heures, on commence à réchauffer le lait. Alors, simplement le tiédir, le lait, hein, parce que contrairement à la pasteurisation, chez nous, le lait cru, donc il est réchauffé seulement à 32 degrés. C'est ça qui fait la différence. Voilà la grosse différence avec la majeure partie des camemberts qu'on trouve maintenant dans le commerce. C'est que les camemberts de Normandie sont fabriqués au lait cru. Ouais. Ça, c'est votre camembert fermier qui est là, bientôt prêt à manger? Voilà, non, pas prêt à manger, bientôt prêt à emballer. Là, on a vraiment l'odeur du camembert. Hein. Pourquoi c'est si important pour vous de défendre cette tradition-là? C'est important parce que je ne voudrais pas qu'on perde la notion du goût du vrai camembert qu'on pouvait trouver, ou qu'avaient tous les camemberts il y a une cinquantaine d'années. Et quand on voit maintenant des camemberts qui sont insipides, qui sont bien sûr toujours standards, toujours au même goût toute l'année, mais sans saveur, alors qu'un camembert au lait cru, il y a vraiment des moments où c'est parfait, où il dégage vraiment une saveur extraordinaire. Vous prenez toujours autant de plaisir à en manger du camembert depuis 30 ans? François, avant de vous quitter, on va le goûter quand même, ce camembert. Il n'est pas question que je parte sans l'avoir goûté. Longue vie à votre camembert, en tout cas, François. Merci de nous avoir reçus ici. On vous laisse retourner à la fabrication et nous, on poursuit notre route. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. C'est en ce moment la pleine période de récolte des pommes. Je vous propose d'aller voir un producteur de cidre qui, comme François, dit défendre le goût. Seulement, avec 30 millions de bouteilles par an, peut-on encore parler de défense du terroir? Franck Bardin, bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur de ce site, un site de 8 hectares. Oui, exactement. Immense, oui. Et chaque jour ici, ce sont 120 000 bouteilles de cidre qui sortent. On est très loin de ce qu'on pourrait appeler une production traditionnelle. Oui, exactement. Donc initialement, on était vraiment un petit producteur de cidre et on s'est développé au fil du temps puisque cette société existe depuis 1919. On produit globalement 30 millions de bouteilles sur ce site. C'est un site qui transforme 25 000 tonnes de pommes sur la campagne, c'est-à-dire de septembre jusqu'à fin novembre. On a du mal à se dire que ça peut être le même goût que le petit producteur qui produit son cidre à la ferme, ici, chez vous. Non, c'est pas moins de goût. Par contre, on est sur un produit vivant, donc effectivement, on peut avoir des variations d'une année à l'autre. Tous nos cidres sont de Normandie. Donc on collecte des pommes sur le Calvados, la Manche, l'Orne et un peu de l'Eure. Voilà. Derrière nos produits, ce sont des producteurs de pommes, et ces producteurs de pommes viennent de ces terroirs. Donc moi, quand je travaille, que je fabrique du cidre, j'ai vraiment l'impression de défendre le terroir. Alors on parle de tradition. Il y a 2 ans, vous vous en êtes un petit peu éloigné en créant un cidre tout nouveau. Ça, c'est passé d'abord par le laboratoire de recherche et développement. Vous en avez un ici. Je vous propose qu'on aille faire un tour pour en parler. D'accord. On y va? Oui. Nous y voici, Franck, dans votre laboratoire recherche et développement. Et c'est ici que se trouve votre nouveauté. C'était il y a 2 ans, vous avez lancé un tout nouveau cidre, un cidre rosé.
Tout à fait, oui. La particularité, c'est lié à une pomme qui a une chair rouge. Ah oui. Regardez, vous voyez. Une pomme à la chair rouge comme ça, c'est totalement naturel ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Elle existait à l'origine, sauf qu'on a dû la retravailler parce qu'on s'est aperçu qu'elle perdait sa couleur. La retravailler, ça veut dire quoi? On a fait des croisements ou on lui a injecté des produits? Non, on a fait des croisements avec d'autres variétés pour obtenir cette variété. Alors là, on est quand même très loin de la tradition, on est totalement dans le marketing. Dans le marketing, et puis aussi, on veut toucher de nouveaux consommateurs dans le secteur du cidre. On est assez loin du cidre, mais la base est la même. Je dirais le process d'élaboration, de préparation est complètement identique. Est-ce que demain, on est prêt à tout pour pouvoir faire consommer du cidre ici? La chose qu'on se refuse dans nos produits à notre marque Écusson, c'est d'intégrer des concentrés dilués à base d'eau. Donc ça, on se l'interdit complètement, parce que derrière, on va perdre fatalement en termes de goût. Donc, si vous permettez, je vous emprunte une bouteille de cidre. c'est avec plaisir. Je ne vais pas la goûter maintenant, mais je connais quelqu'un à qui je peux la faire goûter. C'est notre prochain invité. Merci. À bientôt. Au revoir. Face à la montée en puissance des industriels de l'agroalimentaire, certains sont entrés en résistance. Direction le marché de Saint-Pierre-sur-Dive, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Le chef Philippe Arfo nous y attend avec son panier pour faire les courses. Un chef et pas n'importe lequel, à la tête d'un hôtel-restaurant 3 étoiles, Philippe Arfo cuisine au rythme des saisons et défend le goût depuis 30 ans. Philippe, bonjour. Bonjour Julie. Nous voici sur le marché de Saint-Pierre-sur-Dive. C'est ici, vous venez ici faire vos courses de temps en temps. Oui, le lundi. On vous a amené une petite surprise qu'on a envie de vous faire goûter. Bien sûr. Je vous laisse ouvrir la bouteille. Bien sûr. Voilà. Tout doucement, on n'a pas besoin de faire... Un petit pchit. Oui, il est même assez long en bouche. Bon, on sent le petit côté pasteurisé. Le fait de pasteuriser le cidre augmente le degré de sucrosité. Donc on a quelque chose qu'on appelle un peu plus compoté. On est loin du cidre traditionnel produit à la ferme. Hein. Oui, c'est vrai, on est loin du cidre traditionnel produit à la ferme, mais il faut savoir que la production des cidres fermiers est telle que sa diffusion est restreinte. On a besoin de cette industrie du cidre pour promouvoir le cidre pour le plus grand nombre. Je fais souvent le parallèle entre le vin et le cidre. Le vin, tout le monde ne peut pas s'acheter un Château Pétrus ou un Premier Grand Cru. Philippe, on laisse le cidre de côté. Je ne vais pas en abuser parce que je reprends la route après. On prend le panier et on va faire le marché. C'est parti ? Alors Philippe, vous êtes le président de l'association Slow Food en Basse-Normandie. Tout à fait, oui. Slow Food, c'est un mouvement international qui est né en Italie en 1986. À l'époque, il y a un fast-food qui s'installe sur la place centrale de Rome. Et ce mouvement naît, le but de défendre aujourd'hui la gastronomie traditionnelle. C'était une évidence pour vous d'adhérer à ce mouvement ? Oui, c'était une évidence pour moi, dans le sens où ça fait une petite trentaine d'années que je milite pour la défense du bien manger, des bonnes saveurs. Nous, on défend 3 mots, qui sont le bon, le propre et le juste. Je pense que ce sont les 3 mots emblématiques du mouvement Slow Food. Le bon, c'est le bien manger, des bonnes choses avec lesquelles on se fait plaisir, donc avoir de vraies saveurs dans la bouche et dans l'assiette. Ensuite, le propre, ce sont des produits qui doivent être proprement produits. Donc on respecte l'environnement, on a une vraie démarche vis-à-vis de la protection de la terre et de son environnement. Et ensuite le juste, c'est que celui qui produit doit être justement rémunéré de son travail. Apprendre à bien manger, à bien acheter et à bien cuisiner. Si j'ai bien compris, je risque pas de vous apercevoir si je vais manger dans un fast-food. Là ça va devenir difficile, mais je l'ai quand même fait. Qu'est-ce qu'on va prendre dans notre panier? Alors, ce qu'on va prendre dans le panier, on va prendre 2-3 concombres. C'est quoi le légume de saison? Alors, octobre-novembre, on est en période de transition. C'est-à-dire que vous avez encore des légumes dits d'été et vous avez les légumes d'automne qui commencent à arriver. Donc c'est une période un peu chanceuse en fait parce qu'on peut mélanger un petit peu les genres. Je vais prendre aussi 2 potimarrons, mais là
Là, ce sont des potimarrons qui ont vécu leur vie, c'est-à-dire ils ont été comme ça pendant toute la saison, ils ont poussé comme ça. On va prendre un peu de panais. Alors ça fait partie des légumes avec lesquels on cuisine plus beaucoup. Hein. Mais un peu. Alors ça, on peut en faire des veloutés délicieux, j'en fais des soupes, j'en fais des purées. Ça a un goût un petit peu plus proche entre persil, céleri, donc ça a un croquant plus agréable. On peut le manger cru, on peut le cuisiner. Oui, je pense. Je vais vous laisser le porter maintenant. Ah bon? Au revoir. C'est bon, le plat est équipé. Philippe, après le marché, la recette, on est dans la cuisine, dans votre cuisine, dans votre restaurant près de Cambremer. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors on va utiliser les produits qu'on a achetés au marché ce matin. On va donc faire une base avec le potimarron. On va créer un velouté de potimarron. On va le faire avec une mousse de châtaigne. Je vous montrerai, elles ne viennent pas de loin les châtaignes, parce que vous êtes passé juste à côté en arrivant. En arrivant là dans l'allée. Dans l'allée, ce sont les châtaigniers qui sont dans l'allée, donc on récolte et qu'on travaille. Donc l'idée, c'est, dans l'idée de cette gastronomie que vous défendez, là en ce moment on travaille avec des légumes de saison. On travaille vraiment des produits de saison et des produits, comme je vous disais, qui ont été proprement cultivés et justement rémunérés. Alors on va s'occuper de nos potimarrons. Je vais chercher un potimarron. Mais là, on les a bien lavés, bien nettoyés, parce qu'on va garder une partie de la peau. Alors dans le potimarron, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève? Alors, on va retirer toute la partie centrale. Vous voyez, en fait, ce qu'on garde, c'est cette partie-ci de chair. D'accord. Là, on est dans une cuisine, vous avez de l'espace, vous avez du temps. C'est peut-être le souci aujourd'hui, ça demande du temps de cuisiner pour bien manger. Pas toujours, pas toujours. Je pense qu'il faut avoir la politique de ses moyens. Quand on a une petite cuisine, il faut faire avec. Si vous faites un velouté de potimarron, nous on va le faire tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Et même, quitte à faire une petite entorse, vous pouvez aussi en congeler un peu. Alors les potimarrons sont cuits, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va prendre ce velouté et on va le broyer et le passer au robot. Pour cette recette là qu'on est en train de faire, combien de temps dans la cuisine? 10 minutes, un quart d'heure de préparation, 20 minutes de cuisson et 10 minutes de finition. Alors Philippe, ça y est, on est prêt à dresser notre velouté. Le potimarron. On a le potimarron. Avec sa mousse de châtaigne, oui. Ça, vous en faites quoi, une entrée ou un... C'est une entrée. Un peu de mousse, un petit peu de... Ouais, je vous laisse goûter en même temps que moi. Hein. Philippe, on va laisser notre velouté ici, on va quitter cette cuisine et je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir une expérience originale et sociale. On est parti? On quitte notre tablier. Ça veut dire que le goût en France, le bon goût, le produit de qualité, il n'est pas en danger? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il reste, il y a toujours une quantité de producteurs qui ont le goût du bienfait et cette population grandit au fur et à mesure. Donc non, je suis pas inquiet là-dessus. Je suis plus inquiet sur l'éducation que l'on devra donner aux jeunes dans l'avenir pour qu'ils continuent à perpétuer cette volonté de bien faire, de bien produire. Et chez vous, c'est maman qui cuisinait? Eh oui. C'est exclusivement ma mère qui cuisine. Ouais, papa du tout. Il ne savait même pas où était la porte de la cuisine. Voilà, et c'est ici que je vous emmène dans ce petit camion. Ah, sympathique. De la cuisine dans un camion, vous allez voir ça. Dans le département de la Manche, chaque année, ils sont près de 5000 à suivre les cours d'Angélique. Bien manger quand on a peu d'argent, c'est possible, à condition de cuisiner intelligent. Exemple de repas préparé avec 1,20 €.
Alors Angélique, c'est ici, dans ce camion de la Banque Alimentaire, que vous animez des ateliers cuisine depuis 2008, c'est ça? Donc, ce sont des ateliers cuisine qui sont destinés aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire. Et pour les communes qui n'ont pas de salle, ça permet d'avoir tout l'équipement nécessaire à la réalisation de plats. Alors on vous a amené aujourd'hui un chef cuisinier, Philippe Arfeuve, qui nous est juste avant dans l'émission. Alors on en est où Angélique, là, dans les différentes recettes? Là c'est la soupe, toujours? Oui. Non, non, c'est pas du tout la soupe, là. Elle est là, la soupe. Ça ressemble pas trop à une soupe. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui? Je vois que toutes les petites mains s'activent. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes. Donc aujourd'hui, on a fait un potage varié avec différents légumes que nous avons eus à la Banque Alimentaire. Ensuite, nous allons faire du saumon avec une mousse de courgettes cuisson au micro-ondes pour les personnes qui n'ont pas forcément un four traditionnel. Et en dessert, on va faire une tarte aux pommes à la poêle. Et ça marche, mesdames, à la maison? Ah non, mais je me régale. Hein. La dernière fois, là, on a fait pommes de terre farcies et tout ça. Et le soir, on a juste passé ça au four et puis... On voit qu'en France, les ménages les plus pauvres dépensent en gros 140 € par mois pour la nourriture. Ça ne semble pas beaucoup? Je pense, oui, qu'on peut cuisiner pour pas cher et bien. Et je pense que 140 €, c'est beaucoup pour certaines personnes. Je pense qu'il y a des bénéficiaires qui ne peuvent pas dépenser 140 € tous les mois pour l'alimentation. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, mesdames, messieurs, de faire à manger pour pas cher? Nous, je sais qu'on est 4 et si on ne calcule pas au plus juste, on n'y arrive pas, quoi. Le problème, il est là. Il faut quand même bien calculer, bien regarder les prix, la qualité quand même aussi, parce que même si on achète des lardons à pas cher mais que c'est plein de gras, ben... L'atelier cuisine, c'est vraiment aussi pour prouver aux personnes que de faire soi-même, de cuisiner et pas acheter tout prêt, eh bien, ça revient vraiment à beaucoup moins cher que d'acheter des plats tout prêts. Il n'y a pas longtemps, on me demandait, mais pourquoi on ne pourrait pas utiliser des purées de pommes de terre synthétiques? Enfin, synthétiques, je l'entends, mais c'est trop cher. C'est trop cher. Si on achète 1 kilo de pommes de terre, on va le payer entre 2 et 3 fois moins cher que de la purée floconnée. Alors Philippe, vous avez amené une petite surprise. On a ramené une petite chose que vous connaissez peut-être, qui est le potimarron. On le trouve en ce moment pour pas trop cher. C'est vrai, on doit être aux alentours d'1,50 € le kilo, je pense. Donc on est un petit peu plus cher que le kilo de pommes de terre, sauf qu'entre 1 kilo de pommes de terre et 1 kilo de potimarron, c'est pas du tout la même valeur nutritive. Donc je pense qu'il faut aussi apprendre à acheter intelligent. On va vous le laisser là, Angélique. Moi j'aime bien, ça me va, très bien. Les pâtes à tarte, comme ça, là, comme on fait, est-ce qu'il y a une petite astuce Donc si vous mettez un petit peu de levure dedans, le mieux c'est de le laisser reposer. Ah, génial! Alors là, j'ai appris quelque chose, là. En plus, voilà, d'un super cuistot, je pense que les prochains ateliers, je vais être à la pâte. Et voilà, alors Philippe, ce petit camion de la Banque Alimentaire, ça vous a surpris? Oui, ça m'a très agréablement surpris parce que j'ai trouvé que c'était une initiative intéressante. Réussir à manger un repas complet avec du saumon fumé, avec de la courgette pour 1,20 €, bon, on a fait la démonstration qu'on pouvait très bien manger pour pas cher. Et en apprenant simplement à cuisiner. Maintenant, je pense que la démarche peut encore aller plus loin ou apprendre également à ne pas gâcher. On a pressé des citrons tout à l'heure, mais on peut très bien penser avant de presser le citron à récupérer les zestes. On va faire autre chose avec les zestes. Les pelures de pommes, au lieu de les jeter, on peut également faire autre chose avec les pelures de pommes. Et réfléchir comme ça, et c'est pas 1,20 €, dans ce cas-là, c'est 80 centimes d'euros. Philippe, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On vous laisse retourner à vos cuisines et nous on poursuit notre chemin. À très bientôt. Au revoir. On a goûté du cidre, du camembert, on a appris à cuisiner des légumes de saison et pour pas cher.
Preuve qu'on peut encore bien manger, mais demain, qu'y aura-t-il dans nos assiettes? L'industrie agroalimentaire consacre aujourd'hui 7% de son chiffre d'affaires à l'innovation, et pas seulement pour une question de goût. Exemple à Caen, où 2 entrepreneurs préparent la saucisse du futur dans un laboratoire. Un laboratoire pas comme les autres. Ici, des ingénieurs aident les entreprises à développer leurs nouveaux produits, de l'emballage au croquant des saucisses. Bonjour Christophe. Oui. Vous allez bien? Vous êtes en train de cuisiner, alors c'est vous qui êtes à l'origine de ce produit. Ça ressemble à une saucisse et pourtant ce n'en est pas une. Voilà, c'est une saucisse de poisson, tout simplement, et qui est destinée pour les enfants, pour faire consommer du poisson à nos enfants. La composition de ce produit est de 70% de poisson, en l'occurrence c'est du saumon, et les 30 autres pourcents, c'est du sel, de l'huile, et le produit ne contient ni colorant, ni conservateur, et aucun additif. Véronique, ils sont venus vous voir avec ce produit, ils sont arrivés à l'Adria, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, ils en étaient où? Ce qu'on cherchait en fait sur la saucisse, c'était essentiellement en fait faire évoluer un peu sa texture, apporter aussi du knack dans la saucisse. En fait, quand on croque la saucisse, disons qu'on mâche la saucisse, on a une certaine texture, une certaine jutosité en fait de la saucisse en bouche, et un petit peu au niveau aromatique. Mais essentiellement, oui, la texture et le croquant de la saucisse. Au Reflet de la Mer, vous en attendez beaucoup de ce produit? C'est un produit qui va nous permettre, au Reflet de la Mer, de progresser en termes de volume, de chiffre d'affaires, et on y croit énormément. Christophe, ce produit il est aujourd'hui prêt à être consommé. Moi, j'ai une petite idée d'à qui on pourrait le faire goûter. On en emmène un petit peu et on y va. Véronique, volontiers. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh ben, moi, je vous emmène à l'école. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à l'école. Et quoi de mieux qu'une école pour tester cette nouvelle saucisse destinée aux enfants en direction le nouvel établissement scolaire de Saint-James. Un verger pédagogique, une ligne épurée, une restauration scolaire faite sur place. Et Nicole, la cuisinière, c'est elle qui élabore tous les menus. Place au Grand Est. Je propose qu'on mette notre équipement. On a la petite glace pour voir si, voilà, si tout est OK. Si on n'a pas l'air trop ridicule. On prend notre paquet surprise et puis on y va. Alors c'est Nicole, la chef cuistot. Bonjour. Bonjour Nicole. Bonjour. La chef de cette cuisine. Oui. Je vous présente Christophe. Alors Nicole, c'est vous la chef dans cette cuisine et c'est une cuisine où tout est cuisiné sur place. Sur place, oui. C'est pas tous les jours maintenant dans les écoles. Ah non, nous on essaye de faire le plus possible traditionnel. Ce midi, ils ont du poisson sauce citron avec un riz au curry. Alors justement Nicole, du poisson ce midi, et nous on vous a amené une petite surprise, enfin Christophe vous en a amené une, on avait envie d'avoir votre avis. Voilà, donc c'est un produit celui qui sait pas. Qui est semblable voilà, au knacki traditionnel, un petit peu plus clair. Oui. Mais on a essayé de se rapprocher le plus près possible de ce qui existe aujourd'hui. Alors cette knackfish, on va la goûter parce qu'on est quand même venu pour ça. Vous acceptez de la goûter? Oui, parce que nous on fait toujours goûter, on goûte nous-mêmes avant de donner aux enfants, toujours. Voilà. On va déposer à la pièce. Voilà. Donc elle se découpe bien. On sent pas trop poisson fort, quoi. Nicole, c'est goûté, on a eu votre avis. Est-ce que vous le serviriez aux enfants? Je pense que c'est une chose qu'on pourrait servir. Bon, bien sûr, à savoir maintenant les prix. Tout ça, pour nous, c'est ça qui joue beaucoup. Mais sinon, moi, je suis prête à le mettre aux enfants. Ah oui, je suis sûre que les enfants, ils vont adopter. Et là, je ne sais plus d'où je viens. Non, je sais plus.
Pour terminer cette émission, rencontre avec le président du Conseil général et sénateur du Calvados, Jean-Léonce Dupont, grand défenseur du cochon de Bayeux et de l'industrie agroalimentaire. Jean-Léonce Dupont, bonjour. Bonjour. Vous nous avez amené ici, dans cette entreprise de transformation de poissons, une entreprise qui emploie 450 salariés. Quel est le poids de l'agroalimentaire aujourd'hui en Basse-Normandie? C'est un poids considérable. Il faut savoir qu'on a plus de 35 000 salariés qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Pour vous donner une idée, ça représente, on va dire, entre 15 et 20% de l'ensemble des emplois industriels de cette région. Pour la petite histoire, sachez que cette entreprise a racheté un petit peu plus loin, ici à Bayeux, les anciens locaux Moulinex. Moulinex a été un drame industriel. Eh bien, c'est grâce à l'agroalimentaire que nous avons pu reconvertir un certain nombre de locaux. Alors on le sait peu, mais l'agroalimentaire en France, c'est le premier secteur industriel devant l'automobile, 412 000 salariés. La France gagne des marchés, mais est-ce qu'elle ne perd pas un peu de sa saveur? Elle gagne des parts de marché et elle est reconnue dans le monde sur ce secteur comme étant un des grands secteurs de très grande qualité et aujourd'hui presque de technologie de la France. Nous sommes dans une entreprise ici qui exporte 25% de son chiffre d'affaires. En début d'émission, on a rencontré le dernier producteur de camembert fermier à Camembert. Ça ne s'invente pas. Ça semble incroyable qu'aujourd'hui, le fleuron du fromage français soit quasiment en voie de disparition. Alors, effectivement, il y a plusieurs types de production qui va du plus artisanal au plus industriel. Sur le camembert, par exemple, il y a eu une lutte pour, vous savez, notamment le lait cru utilisé ou pas, notamment à la louche. Eh bien, ce sont les petits producteurs qui ont effectivement gagné ce combat qui était un combat de qualité. Est-ce qu'à l'heure de la mondialisation, la bataille du goût et de la tradition, c'est pas un peu un combat perdu d'avance? Je ne crois pas du tout, et notamment pour le goût. Bien entendu, vous ne vendrez pas au niveau international ce que vous avez strictement en production de proximité, mais vous pouvez partir de la qualité de ces produits, vous pouvez voir les modes de transformation intelligents, vous pouvez les industrialiser, et vous pouvez quand même vous situer sur un domaine à l'exportation extrêmement important, et je le dis, reconnu au niveau mondial. Jean-Léonce Dupont, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Notre balade en Basse-Normandie s'achève, du camembert fermier au cidre industriel. On a vu ici des producteurs qui chacun, à leur manière, défendent leur idée du goût. C'est maintenant aux consommateurs de choisir quand il en a les moyens. En attendant la prochaine émission, on reste en contact sur notre compte Twitter. À bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue. Si tu vas pas bien, achète un chien. Si t'as le cafard, achète un clébard. Si tu n'as pas de peau, achète un cabot. Si tu manques de peps, achète un clep. Elles sont femmes en politique, femmes ministres, femmes présidentes, femmes de pouvoir. Il y a eu les pionnières, la lutte, les moqueries, le machisme, les jupettes. Il y a eu les procès en incompétence et pour tout dire en féminité. Mais aujourd'hui, les femmes sont-elles devenues des hommes politiques comme les autres? Eh bien, Femmes et politique, c'est le docu et le débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat, présenté par Benoît Duquesne, samedi à 23 h sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos contributions et vos commentaires. Au menu cette semaine, le numérique, quelles opportunités pour les femmes? Grandes utilisatrices du web et des réseaux, elles n'en sont pas moins sous-représentées dans l'emploi. Femmes digitales, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, Polyclic, le portrait numérique d'un politique. Aujourd'hui, la sénatrice Laurence Rossignol. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et de l'actu passé au scanner par Marie Brémaud. C'est le premier conflit armé annoncé par Twitter.
Via le compte de l'armée Tsahal, Israël a ainsi annoncé l'offensive sur la bande de Gaza, nommée pilier de défense. Et depuis, la guerre se poursuit sur les réseaux sociaux en direct. Chaque frappe, chaque cible est ainsi dévoilée. L'armée israélienne espère gagner sur le terrain de l'offensive médiatique et n'hésite pas à interpeller les journalistes français. Ainsi, Tsahal oriente les médias vers son compte en français. Du côté des Palestiniens, l'omniprésence sur la toile est bien moindre. Mais tout de même, depuis le début de ce nouveau conflit, le compte Twitter des brigades d'Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, se répand et répond aux menaces israéliennes. La guerre d'information, version 2.0. GIF. Cela ne vous dit peut-être rien, quelle que soit la prononciation, et pourtant vous en côtoyez quotidiennement. Les GIFs ou littéralement en anglais, les Graphics Interchange Format. Le GIF, donc, est un format de fichier image qui peut en comporter plusieurs. Résultat, une animation répétée. Très tendance dans les années 90, les GIFs étaient tombés aux oubliettes, considérés par les geeks